Allez, éteignez vos micros maintenant. On va écouter Dr Zahri. D'accord, bonsoir tout le monde. Chers maîtres, chers collègues, permettez-moi de vous présenter le cours d'aujourd'hui intitulé Insuffisance aortique aiguë. Donc, pour cela, nous allons adopter le plan suivant. Après une brève introduction et définition de l'insuffisance aortique aiguë, nous allons voir les principales bases physiopathologiques, détailler le diagnostic positif et étiologique pour une meilleure prise en charge, pour enfin conclure par les principaux messages clés de ce cours. L'insuffisance aortique aiguë, c'est une installation brutale d'une régurgitation aortique plus ou moins importante au cours de la diastole, sur un VG de volume normal qui n'a pas eu le temps de se dilater. C'est une urgence cardiovasculaire rapidement mal tolérée. Souvent, le patient se présente dans un tableau d'OAP et de choc cardiogénique qui requiert une prise en charge urgente et adaptée à l'étiologie. 3 grandes étiologies, l'endocardite infectieuse, la dissection aortique, le traumatisme thoracique, ou plus rarement les versions de la cuspide sur dégénérescence fibroélastique. Elle nécessite un diagnostic urgent qui repose essentiellement sur l'échographie transthoracique et surtout l'écho transœsophagien pour une prise en charge optimale et urgente. Le pronostic à long terme est réservé en raison des pathologies causales ou associées. Pour mieux comprendre les mécanismes physiopathologiques de l'insuffisance aortique, quelques rappels sont nécessaires. La valve aortique se situe en avant et à droite de la valve mitrale et en arrière de la valve pulmonaire. C'est un orifice de 2 cm de diamètre, 6,5 à 7 cm de circonférence et 3,2 cm au carré de surface en moyenne. La valve aortique est composée de 3 valvules dites sigmoïdes, de taille normalement égale ou très proche. Ces valves correspondent à des minces replis membraneux. L'ostium aortique est occupé par la valve aortique séparant la partie terminale de la chambre de chasse et l'aorte ascendante. Le culot aortique est une structure tridimensionnelle qui contient un anneau aortique virtuel qui se prolonge jusqu'à la jonction sinotubulaire. Dans cet espace sont contenus les sinus de Valsalva, la valve aortique et les triangles sous-convulseurs. Donc, 3 cuspides dites sigmoïdes semi-lunaires en nid de pigeon, à concavité supérieure de taille normalement égale ou très proche, donnant ainsi en diastole la forme en Mercedes. Donc, il y a 3 sigmoïdes, 2 antérieures et une postérieure. La postérieure, elle est dite non coronaire. Il y a l'antéro-droite qui est en regard de la sortie de la coronaire droite et l'antéro-gauche en regard de la sortie de la coronaire gauche. En matière de physiopathologie, une régurgitation aortique aiguë sévère survient en cas de perturbation rapide de l'intégrité anatomique de la valve aortique. En conséquence, l'imposition soudaine d'un grand volume régurgitant conduit à une augmentation précipitée de la pression diastolique ventriculaire gauche et à une diminution du volume systolique. Les corrélats cliniques comprennent un œdème pulmonaire aigu et à l'occasion un collapsus circulatoire. Ici, schématiquement, différence des cavités cardiaques au cours de l'insuffisance aortique aiguë. Le VG n'est pas dilaté comparativement avec l'insuffisance aortique chronique. Donc, l'insuffisance aortique aiguë provoque une surcharge volumétrique aiguë sur un VG non dilaté. En effet, le VG ne peut pas s'adapter lors d'une surcharge importante et brutale et ne peut ni s'y dilater ni augmenter son volume de remplissage. Donc, on aura une augmentation brutale des pressions télédiastoliques du VG, conjuguée à une pression artérielle diastolique très basse, du fait de l'absence d'étanchéité de la valve aortique. Donc, on aura une inversion du gradient VG-OG, ce qui entraîne en amont une fermeture prématurée de la valve mitrale et une IM diastolique, et une augmentation des pressions intra-OG, donc augmentation des pressions capillaires pulmonaires et une congestion pulmonaire. En aval, on va avoir une diminution du volume d'éjection systolique, effondrement des débits cardiaques malgré une tachycardie réactionnelle et augmentation des résistances périphériques. Donc, la pression artérielle différentielle est maintenue normale grâce à la stimulation sympathique par le biais de la tachycardie. Donc, pour reprendre, l'insuffisance aortique aiguë provoque une surcharge volumétrique aiguë sur un ventricule gauche non dilaté, ce qui entraîne une augmentation brutale des pressions télédiastoliques du VG. Cette élévation de la pression télédiastolique s'accompagne d'une élévation de la pression en intra-OG, ce qui traduit cliniquement par un OAP, et l'augmentation
va être conjuguée à l'absence d'étanchéité du plancher aortique, peut inverser le gradient de pression VG-ONG et entraîner une fermeture prématurée de la valve mitrale. Donc, les corrélats cliniques comprennent un œdème pulmonaire aigu et un collapsus circulatoire. Cependant, tous les patients ne présentent pas d'insuffisance respiratoire aiguë et certains peuvent présenter des signes cliniques d'insuffisance cardiaque biventriculaire sans signe respiratoire marqué. Une régurgitation aortique sévère aiguë doit être prise en compte dans le diagnostic différentiel de tous les patients qui présentent un collapsus hémodynamique, soudain, inexpliqué et une insuffisance respiratoire. Le scénario clinique le plus courant dans lequel une régurgitation aortique sévère aiguë est rencontrée est chez le patient avec une endocardite valvulaire aortique établie qui se manifeste par une insuffisance cardiaque d'apparition rapide. L'œdème pulmonaire, en absence d'une taille cardiaque normale sur une radiographie thoracique, peut être le seul indice de diagnostic dans ce contexte. Donc, par analogie avec la classification de Carpentier pour la valve mitrale, on distingue 3 types de mécanismes responsables de fuite aortique, reposant sur la nature des mouvements valvulaires. Donc, le type 1, c'est mouvements valvulaires normaux. Donc, régurgitation par dilatation de l'anneau ou perforation. Les 3 premiers types, donc c'est par dilatation de l'anneau, et le type 1D, c'est la perforation de l'anneau. Le type 2, c'est des mouvements valvulaires exagérés, c'est en cas de prolapsus valvulaire. Et le type 3, mouvements valvulaires limités par restriction valvulaire. Cette classification va être importante quand il s'agira de discuter des possibilités de conservation de la valve. Passons maintenant au diagnostic positif. Le tableau clinique de l'insuffisance aortique aiguë est souvent évocateur par un OAP et de choc cardiogénique. Le tableau hémodynamique est généralement sévère et impliquant une prise en charge rapide. Donc, l'anamnèse, elle doit rechercher l'antécédent d'une prothèse valvulaire aortique, une fièvre prolongée, un traumatisme thoracique fermé ou ouvert dans le cadre d'un AVP et un anévrisme de l'aorte. Il faut aussi chercher les facteurs de risque d'une dissection aortique, à savoir une hypertension, des maladies du tissu conjonctif type Marfan, une bicuspidée aortique ou une chirurgie valvulaire aortique. Pour les signes fonctionnels, on retrouve une dyspnée rapidement croissante ou d'emblée sévère d'installation brutale, orthopnée, une syncope, confusion, une toux expectoration mousseuse hémotisée rentrant dans le cadre d'un OAP, ou une douleur thoracique par une insuffisance coronaire fonctionnelle secondaire à l'augmentation des besoins myocardiques en oxygène, donc on aura moins d'oxygène dans les artères coronaires, ou organique dans le cadre d'une dissection aortique étendue au coronaire. Donc la première étape de l'examen clinique est de vérifier la stabilité hémodynamique du patient. Un patient stable avec une tachycardie régulière, une pression artérielle normale ou légèrement diminuée, ou carrément en état de choc cardiogénique avec sueur, cyanose, un pouls filant, hypotension sévère avec des signes de vasoconstriction périphérique, froideur des extrémités, marbrure, oligurie, nécessitant le recours aux drogues vasoactives. Donc, l'examen cardiovasculaire, il trouve un souffle diastolique au foyer aortique qui est plus bref, de tonalité plus grave, accompagné d'un roulement de flingue et d'un galop protodiastolique. Donc, on aura un dru B3 par augmentation des pressions télédiastoliques du VG. Le B1 mitral, elle est doux ou absent par fermeture prématurée de la valve mitrale. Le B2 pulmonaire, elle est normale ou augmentée en cas d'HTAP. Des signes d'insuffisance cardiaque gauche, à savoir des rats crépitants pulmonaires. Les signes périphériques d'insuffisance aortique sont peu marqués, voire absents. On peut retrouver un syndrome d'épanchement pleural, des signes neurologiques rentrant dans le cadre d'une dissection aortique et la recherche de foyers infectieux dans l'endocardite infectieuse. Passons au diagnostic étiologique, donc 3 grandes étiologies. C'est la dissection aortique, l'endocardite infectieuse et plus rarement le traumatisme thoracique. Ce schéma cite les différentes étiologies de l'insuffisance aortique aiguë ainsi que chronique. L'insuffisance aortique a 2 étiologies principales. L'endocardite avec destruction des feuillets de la valve et la dissection de l'aorte avec désinsertion de feuillets. L'insuffisance aortique aiguë est une complication cardiaque grave de l'endocardite, liée directement à l'infection. Cependant, le mécanisme immunologique, il induit une péricardite ou myocardite. Donc, l'endocardite infectieuse, c'est la principale cause d'insuffisance aortique aiguë.
La destruction valvulaire, elle peut être très rapide et déclencher une insuffisance aortique aiguë incompatible avec la survie. Elle survient sur valve native. Donc, on aura une greffe bactérienne sur la valve aortique, un capotage d'une sigmoïde, une perforation, abcès ou fistulisation. Donc, ou sur valve ou sur prothèse, donc elle peut être précoce ou tardive avec un abcès qui va occasionner une désinsertion de prothèse. En plus de tableaux cliniques dans l'endocardite infectieuse, la fièvre, les signes de septicémie, le faux panaridose, etc., on retrouve une insuffisance aortique explosive, d'emblée massive, d'installation brutale, avec une mauvaise tolérance hémodynamique. Le pronostic à court terme, elle est engagée. La présence d'abcès myocardique peut occasionner des BAV. En général, l'anamnèse trouve la notion de soins dentaires sans antibioprophylaxie. Donc, la dissection aortique, c'est la deuxième cause de l'insuffisance aortique aiguë, qui est définie par l'issue brutale à travers d'une brèche de l'intima de sang sous pression, disséquant la paroi longitudinalement, le long de son constituant le plus faible et aboutissant à la constitution de deux chenons circulants, séparés par une membrane flottante dite le flap. C'est une véritable urgence diagnostique et thérapeutique, greffée d'un risque létal important. L'évolution va se faire par l'extension en amont vers les sigmoïdes aortiques et les artères coronaires. Donc, on aura une insuffisance aortique par dilatation de la jonction sinotubulaire, un capotage ou d'une sigmoïde ou par prolapsus de voile intimale dans la chambre de chasse de VG. On peut avoir un infarctus du myocarde par extension au coronaire. Elle survient aussi bien sur une aorte de calibre normal que sur une aorte anévrismale. Donc, la dissection, c'est de type A de l'aorte ascendante, qui est une urgence chirurgicale car risque vital. La douleur thoracique, le tableau clinique, elle est dominé par une douleur thoracique. La douleur thoracique dans la dissection aortique, elle est brutale, intense, à type de déchirement, d'emblée maximale et migratrice, témoignant de l'extension de la dissection aortique le long de l'aorte. L'insuffisance aortique aiguë, elle est massive et d'emblée mal tolérée avec un état de choc cardiogénique. Donc, la tension artérielle, elle peut être normale ou élevée dans la dissection aortique. On peut avoir une asymétrie tensionnelle avec une différence de plus de 20 mm de mercure, une asymétrie ou ablution d'un ou plusieurs coups périphériques, un souffle d'insuffisance aortique, 45% des dissections aortiques de type 1, d'emblée avec OAP, et des signes d'insuffisance ventriculaire gauche, un frottement péricardique et une atténuation des bruits du cœur avec turgescence jugulaire associée à une douleur à la palpation du foie, traduisant une insuffisance cardiaque droite et la présence d'une tamponnade débutante. Le traumatisme thoracique, troisième cause d'insuffisance aortique beaucoup plus rare. C'est une IA secondaire à un traumatisme violent du thorax. C'est une complication d'un traumatisme fermé par compression antéro-postérieure. Le mécanisme, donc la colonne sanguine contenue dans l'insuffisance aortique vient buter contre les sigmoïdes aortiques en protodiastole, lorsque le gradient VG aorte est le plus important. Donc la sigmoïde va se déchirer, on aura un capotage et prolapsus secondaire à une dissection aortique ou déchirure isolée d'une ou plusieurs sigmoïdes. En cas de traumatisme pénétrant, il faut toujours chercher les lésions associées de l'isthme aortique, un prolapsus mitral par rupture de cordage ou une contusion myocardique. Elle peut être iatrogène, post-CAT interventionnelle, post-myomectomie, fermeture de SIA ou plastie mitrale ou post-TAVI. Donc ici, l'image d'une déchirure de sigmoïde secondaire à un traumatisme violent du thorax responsable d'une régurgitation aortique sévère. L'électrocardiogramme est non spécifique en dehors d'une pathologie valvulaire préexistante. On peut noter une tachycardie sinusale, il n'y a pas d'hypertrophie ventriculaire gauche, les troubles de rythme auriculaire ou ventriculaire dans le cadre d'une insuffisance cardiaque, les troubles conductifs dans le cadre d'une endocardite infectieuse si abcès annulaire étendu au septum interventriculaire, ou bien un infarctus du myocarde rentrant dans le cadre d'une dissection aortique aiguë étendue au coronaire. Donc ici, c'est un ECG d'une patiente admise au service de chirurgie cardiovasculaire du CHU pour une dissection aortique compliquée d'IDM antérieure. La radiographie thoracique, pas de signes spécifiques. On peut retrouver des signes d'hypervascularisation pulmonaire ou d'OAP contrastant avec l'absence de cardiomégalie, parfois élargissement médiastinal en cas de dissection aortique ou épanchement pleural réactionnel à l'insuffisance cardiaque.
Donc, le diagnostic positif, il est basé sur des données échocardiographiques, bien entendu sur des données Doppler, en particulier sur le Doppler couleur. Donc, le TT et le TO, c'est un examen complémentaire essentiel dans l'évaluation de l'insuffisance aortique. Ils ont un apport capital pour le diagnostic. Elles permettent de poser le diagnostic d'insuffisance aortique aiguë, de quantifier la fuite, d'apprécier sa sévérité et son retentissement, de rechercher son étiologie et son mécanisme, de rechercher d'éventuelles lésions associées valvulopathie, d'analyser le segment de l'aorte ascendante et rechercher une dilatation ou complication, à savoir un épanchement péricardique. Et il fournit des renseignements sur l'état hémodynamique déterminant la conduite thérapeutique. Donc, les signes d'échographie en bidimensionnel, nous avons tout d'abord des signes directs qui sont très importants. Par exemple, une image d'hiatus central en parasternal grand axe et petit axe. De même, si vous voyez un prolapsus ou une éversion d'une ou plusieurs sigmoïdes dans la chambre de chasse, on est sûr qu'il y aura une fuite aortique. Des signes indirects qui sont classiques et qu'il faut connaître. Un aspect endome inversé de la valve mitrale antérieure en diastole et le flux utérine de la valve mitrale. Une dilatation franche du sinus de Valsalva qui peut faire le lit d'une insuffisance aortique centrale. Donc ici, on coupe 4 cavités, un aspect endome inversé de la valve mitrale en diastole. Cette gêne à l'ouverture s'explique par un jet excentrique de l'insuffisance aortique qui vient empêcher l'ouverture de cette valve. Maintenant, un exemple de flux utérine de la valve mitrale. Cet aspect vibratile de la valve mitrale qui prédomine, sur le plan physiopathologique, ce flux utérine est lié à l'insuffisance aortique qui tombe sur la valve et engendre cette vibration. On le trouve sur les fuites excentrées. En fait, c'est le Doppler couleur qui fait le diagnostic. En Doppler, donc le diagnostic il est facile. Le jet d'insuffisance aortique apparaît sous la forme d'un flux aliasé qui naît des sigmoïdes aortiques pour partir dans la chambre de chasse et dans le VG. 3 paramètres à évaluer en Doppler couleur. L'extension du jet, la vena contracta et la zone de convergence ou PISA. Donc, l'extension de jet, elle visualise le jet de l'insuffisance aortique dans le VG par voie parasternale et apicale. L'insuffisance aortique avec, donc ici on a une insuffisance aortique avec un jet extrêmement important, témoignant de la sévérité de la régurgitation qui peut partir jusqu'au fond du VG. Donc, la cartographie du jet, le flux régurgitant remplit le VG. Le diamètre du jet à l'origine est parfois difficile car les jets sont souvent excentrés et les orifices régurgitants très irréguliers. Donc, l'insuffisance aortique est sévère si on a un diamètre du jet supérieur à 12 mm. On peut faire la surface de l'orifice régurgitant par la méthode de PISA. C'est un bon critère de sévérité s'il est supérieur à 30 mm au carré. L'image la plus caractéristique de l'insuffisance aortique est la présence d'un jet diastolique tourbillonnaire dans la chambre de chasse du VG, dont l'extension en direction du VG est une manière qualitative rapide d'évaluer l'importance de la régurgitation. Donc, la vena contracta, elle correspond à la partie la plus étroite du jet. C'est une zone de haute vitesse laminaire, zone juste en aval de l'orifice régurgitant. Ce diamètre est corrélé à la surface de l'orifice régurgitant, au volume régurgitant et à la fraction de régurgitation. En parasternal grand axe, on pratique un diamètre de plus de 6 mm et en faveur d'une fuite importante. Ce paramètre a des limites en cas d'échogénicité insuffisante ou en cas de jet multiple. Il ne faut pas faire ce paramètre et en cas de fibrillation atriale. Donc, en raison de jet multiple dans l'insuffisance aortique aiguë, souvent ce paramètre est difficile à évaluer. Dernière recommandation américaine, il est proposé de mesurer cette surface et la rapporter à la surface de la chambre de chasse du VG et de retenir comme valeur C supérieure à 60% pour une insuffisance aortique sévère. En pratique clinique, ce paramètre est d'utilisation difficile. Comme on a vu, on ne peut pas déterminer la vena contracta vu les jets multiples de l'insuffisance aortique aiguë. Le flux mitral en insuffisance aortique aiguë est restrictif avec un rapport entre E sur A supérieur à 2 et un TDE qui est court.
Donc, la zone de convergence au PISA. En amont de la vena contracta, en pratique quotidienne, ici, on a un jet d'assistance aortique. En termes d'extension, il n'est pas très important. Mais attention, c'est un jet excentré. Et malgré la petite extension, la régurgitation peut être importante. Donc, lorsqu'elle est faisable, la méthode de PISA est fortement recommandée pour quantifier l'insuffisance aortique. Elle peut être utilisée dans les jets centraux et les jets excentrés. Dans les jets excentrés, la mesure est recommandée en parasternal grand axe. Une surface de l'orifice régurgitant supérieure à 30 et un volume régurgitant supérieur à 60 témoignent d'une insuffisance aortique sévère. Donc, le Doppler continu. En apical, on a un flux positif car le gradient aorte VG en diastole il est élevé. Les jets excentrés en incidence parasternale gauche, donc vitesse élevée du flux en protodiastolique. En coupe apica 5 cavités, le reflux diastolique de haute vélocité positive, de durée bref et une pente de décélération abrupte. Donc, on aura les PHT qui sont très courts, inférieurs à 200. La vitesse de la pente de décélération elle est supérieure à 3, signalant une insuffisance aortique sévère. Dans l'endocardite, donc passons au mécanisme de régurgitation. Dans l'endocardite infectieuse, 3 types de lésions peuvent être à l'origine de régurgitation. Le premier type, c'est les végétations qui peuvent gêner la coartation valvulaire. Des perforations valvulaires liées au processus infectieux, voire même une déchirure ou rupture de sigmoïde. Et enfin, un pseudo-anévrisme secondaire à un abcès de l'anneau aortique qui vient se vidanger dans la chambre de chasse du VG. En ce qui concerne la dissection aortique, l'insuffisance aortique survient par 3 mécanismes, de haut en bas. Donc, par dilatation de l'anneau ou dislocation. Deuxième mécanisme, en cas de prolapsus de sigmoïde, et dans ce cas, on aura un décrochage d'une commissure. Et le dernier mécanisme, par invagination du flap dans l'orifice aortique. Le diagnostic de la dissection aortique repose sur la mise en évidence de flap intimal flottant dans l'aorte sur une aorte habituellement dilatée. Donc, on a sur cette image la dilatation de l'aorte avec le flap intimal qui est prolabé dans la valve aortique, occasionnant une régurgitation aortique sévère. Rappelons ici l'intérêt majeur de l'échographie transœsophagienne dans la dissection aortique en pré- et en opératoire. Elle précise le diagnostic, elle permet de rechercher la porte d'entrée, elle guide le geste opératoire, elle précise l'extension de la dissection aortique et le caractère circulant au nom du faux chenal. L'échographie transœsophagienne est quasi systématique dans la dissection aortique et l'endocardite infectieuse en pré- et en opératoire. Donc, l'échographie, elle doit rechercher le retentissement. Il doit avoir le VG, il n'est pas dilaté, sauf si valvulopathie chronique sous-jacente. Il est hyperkinétique et non hypertrophié, et l'HTAP. Donc, l'HTAP en matière de régurgitation aortique est un élément de mauvais pronostic et de sévérité, comme en témoigne cette étude publiée le 23 mai 2018 dans la revue Frontières et cardiovasculaire médecine. Donc, les critères de sévérité, l'insuffisance aortique aiguë, elle est souvent importante et sévère. On aura une extension spatiale du G grade 4 qui s'étend dans le fond du VG. Le débit aortique il est supérieur à 10 litres par minute. Le PHT qui sont court inférieur à 200, une pente de décélération supérieure à 3, une fraction de régurgitation supérieure à 50%, un volume régurgitant supérieur à 60, la surface de l'orifice régurgitant supérieure à 30 mm au carré, un diamètre du jet à l'origine supérieur à 12, la vena contracta supérieure à 6, un rapport surface du jet sur surface de la chambre de chasse supérieure à 0,45, la vitesse télédiastolique au niveau de l'isthme aortique n'est pas valable dans l'insuffisance aortique aiguë en raison de la tachycardie et l'aspect du flux qui ne s'arrête pas à cette mesure. Une ouverture prématurée de la valve aortique et une fermeture prématurée de la valve mitrale, une IM diastolique et l'HTAP. Ce tableau récapitule les paramètres échocardiographiques permettant le diagnostic d'une insuffisance aortique sévère. Donc ici, comparaison avec l'insuffisance aortique chronique, il n'y a pas de dilatation des cavités et la régurgitation est d'emblée sévère dans l'insuffisance aortique aiguë.
L'angioscanner, il fournit des renseignements diagnostiques dans la dissection aortique et recherche des complications, sans apport pour quantifier ou détecter l'insuffisance aortique. Ici, c'est une coupe transversale d'un angioscanner thoracique montrant une dissection de l'aortique A réalisée au service de radiologie du CHU Ubnologie. Donc, la coronarographie est loin d'être systématique et ne sera réalisée qu'en fonction du contexte, en particulier chez des patients coronariens ou présentant de nombreux facteurs de risque. Selon les recommandations de l'European Society of Cardiology dans la prise en charge des valvulopathies de 2017, donc une coronarographie ou scanner coronaire pour exclure une coronaropathie chez les patients qui sont à faible risque d'athérosclérose est recommandée avant une intervention chirurgicale valvulaire chez les patients qui ont une valvulopathie sévère et au moins un des éléments suivants. C'est une classe 1. Antécédent de maladie cardiovasculaire, une suspicion d'ischémie myocardique devant la douleur thoracique ou un test non invasif anormal, une dysfonction systolique ventriculaire gauche chez l'homme avec un âge supérieur à 40 ans et la femme après la ménopause, et au moins un facteur de risque cardiovasculaire. Donc, la biologie, on doit réaliser un bilan préopératoire et pré-transfusionnel, groupage RAI demande de sang, un bilan inflammatoire, des enzymes cardiaques si ischémie myocardique associée, des hémocultures en cas de poussée thermique dans le cadre de l'endocardite infectieuse avec le bilan d'extension, à savoir la protéine de 24 heures, le facteur rhumatoïde, etc. Un ionogramme sanguin avec une fonction rénale et le bilan de souffrance multiviscérale. Dans l'insuffisance aortique, donc pour la prise en charge, dans l'insuffisance aortique aiguë, l'indication opératoire elle est formelle en cas de signe d'insuffisance cardiaque. C'est une urgence médico-chirurgicale. La première étape, elle est médicale, vise à stabiliser l'état hémodynamique du patient. Le seul traitement efficace des valvulopathies, c'est la chirurgie. Donc, le traitement médical. Le but initial du traitement médical est de restaurer l'état hémodynamique du patient. Le traitement de l'insuffisance cardiaque nécessite l'hospitalisation en unité de soins intensifs de cardiologie ou en réanimation. Des mesures générales doivent être mises, position demi-assise, oxygénothérapie, monitorage hémodynamique, parfois intubation, ventilation, traitement de l'insuffisance cardiaque par des médicaments diminuant la précharge des diurétiques, furosémide en intraveineux, spironolactone en fonction de la tension artérielle, des vasodilatateurs, des dérivés nitrés par voie intraveineuse selon la pression artérielle ou inhibiteur de l'enzyme de conversion. Si pression artérielle normale ou élevée, nitroprussiate de sodium. Si la pression artérielle basse, dobutamine, on sera une autopousseuse. C'est un inotrope alpha et bêta-mimétique qui va augmenter le débit cardiaque avec diminution des pressions télédiastoliques du VG. Donc, pour plus de détails sur la prise en charge de choc cardiogénique, si joint le lien du cours de Dr Amorizet sur le site de la SIA. Dans le cadre de l'endocardite infectieuse, le traitement médical repose sur l'antibiothérapie qui doit être précoce, bactéricide, adaptée à l'antibiogramme de durée prolongée, 4 à 6 semaines. Le traitement chirurgical repose sur le remplacement valvulaire aortique. Le choix de la prothèse repose selon le terrain, la possibilité d'un traitement anticoagulant ou non et l'âge du malade. En cas d'OAP ou de choc cardiogénique et d'insuffisance aortique sévère, c'est une extrême urgence. La chirurgie doit être réalisée de moins de 24 heures. Si insuffisance cardiaque persistante ou signe échographique de mauvaise tolérance, à savoir la fermeture prématurée de la valve mitrale et l'hypertension pulmonaire, c'est une urgence chirurgicale dès les premiers jours. Donc, il peut s'agir d'une chirurgie immédiate ou en extrême urgence. Si on a une endocardite infectieuse, aortique ou mitrale avec régurgitation aiguë sévère ou obstruction valvulaire entraînant un OAP ou un choc cardiogénique, c'est une extrême urgence. La chirurgie doit être réalisée dans les 24 heures. Si l'endocardite infectieuse, aortique ou mitrale avec régurgitation aiguë sévère ou obstruction valvulaire et insuffisance cardiaque persistante, au signe échographique de mauvaise tolérance hémodynamique, la fermeture prématurée de la valve mitrale et l'hypertension pulmonaire, c'est une urgence dans les 48 heures. En ce qui concerne la dissection aortique, le traitement médical repose sur le traitement et la prévention des poussées hypertensives. Les bêta-bloquants sont contre-indiqués dans les circonstances d'instabilité hémodynamique et d'OAP. Les inhibiteurs calciques, nicardipine en intraveineux par seringue électrique. Dans tous les cas, c'est une contre-indication aux anticoagulants
contre-indication à la mise en place d'un ballon contre-pulsant intra-aortique. La chirurgie, c'est une urgence chirurgicale car la mortalité est de 1% chaque heure durant les 48 premières heures. Donc, si on a une valve aortique altérée, on procède à la technique de Bentall. C'est le remplacement de la valve aortique et la aorte ascendante. C'est une valve mécanique montée sur une prothèse tubulaire en nacron avec réimplantation des coronaires. Donc, l'IA traumatique, en général, le traitement repose sur les mêmes principes que celui de la dissection aortique. Ici, c'est une représentation schématique de la technique de Tyrone-David qui repose sur une plastie aortique avec remplacement de l'aorte ascendante sans remplacer la valve aortique. Donc, indiquer si insuffisance aortique due à un prolapsus valvulaire par perte de support commissural avec structure valvulaire préservée. Le remplacement valvulaire aortique est indiqué pour rétablir la fonction valvulaire. Dans ce cas-là, le dilemmel se pose dans la prothèse. Donc, le choix de prothèse, soit mécanique ou bien une bioprothèse. Le choix se fait en fonction de plusieurs critères, notamment les préférences du malade, l'âge du patient et la nécessité et contre-indication aux anticoagulants. En position aortique, un patient de plus de 65 ans chez qui on implante une bioprothèse n'a que 10% de risque d'être réopéré après 15 ans. Et ce risque n'est que de 15% après 20 ans, dans la série française la plus ancienne. Le risque d'une réintervention est élevé dans un contexte urgent et en présence d'endocardite. Donc, le pronostic. Dans cette cohorte publiée par l'American Heart Association, les facteurs de mauvais pronostic étaient d'abord l'âge du malade, plus elle est avancée, plus la mortalité élevée, l'existence de facteurs de risque, ainsi la présence d'antécédents de chirurgie cardiaque antérieure, l'existence de complications à la prise en charge, tamponnade, anurie, hémorragie viscérale aggrave le pronostic. Les décès précoces avec choc hémorragique, défaillance cardiaque aiguë et ou aux troubles de rythme associés, la défaillance respiratoire ou rénale, l'atteinte cérébrale, la malperfusion digestive et également été des facteurs de mauvais pronostic. Donc, passons au cas clinique. Il s'agit d'un patient âgé de 37 ans qui n'a pas de facteur de risque cardiovasculaire, avec une notion d'angine à répétition à l'enfance et une notion de rhumatisme articulaire aigu depuis l'enfance ayant reçu l'extensionnine jusqu'à l'âge de 25 ans, et notion d'une valvulopathie rhumatismale mal suivie. Le motif de consultation était une dyspnée fébrile. L'histoire de sa maladie remonte à 20 jours avant son admission par l'installation d'une dyspnée de repos dans un contexte de fièvre non chiffrée, associée à des frissons et l'installation d'un déficit moteur de l'hémicorps droit un jour avant sa consultation. L'examen général retrouve un patient conscient, aphasique, avec des conjonctives légèrement décolorées et fébrile à 39 degrés Celsius. Il était dyspnique stade 3 de la YH1, il n'avait pas de syncope, pas d'angor. Sa tension artérielle était à 100 sur 50 mm de mercure. Il était tachycarde à 108 battements par minute avec des crépitants bilatéraux aux bases. Aphasique avec une épilégie droite. L'examen cardiovasculaire retrouve un souffle diastolique au foyer aortique, 4/6, et un souffle systolique au foyer mitral. Les pouls périphériques étaient perçus et symétriques. La recherche de porte d'entrée montre un mauvais état bucco-dentaire et le reste de l'examen était sans particularité. Sur le plan biologique, elle avait une fonction rénale correcte avec un DFG à 148 ml minute, natriurémique était correcte. Elle avait une anémie hypochromicrocytaire inflammatoire avec une ferritinémie à 900-204 et une CRP à 73. Elle avait une hyperleucocytose à 14 010 avec une prédominance PNL. Les sérologies étaient négatives, la bandelette urinaire négative. Elle avait 2 hémocultures positives à Gemella morbidor. Donc ici, il s'agit d'une coupe apicale 5 cavités montrant une image de la végétation sur la valve aortique responsable d'une perforation valvulaire et d'une régurgitation aortique sévère. C'est une coupe 4 cavités montrant une aisance mitrale sévère avec une végétation sur la valve mitrale. Donc, le malade, il présentait une aisance mitrale et aortique sévère aiguë avec signe d'insuffisance cardiaque, nécessitant une chirurgie urgente après 48 heures. Son neuroscore était de 7 avec un risque de mortalité de 11,79%. Donc, l'évolution, le malade a été opéré pour double remplacement valvulaire par prothèse mécanique et mis sous anticoagulant, centrant avec un INR cible entre 2,5 et 3,5.
Le résultat post-opératoire du double remplacement valvulaire avec un bon jeu des ailettes et une fuite de lavage. Donc, avant de conclure ce tableau comparatif entre l'insuffisance aortique aiguë et chronique, en matière de physiopathologie, en cas d'insuffisance aortique aiguë, le ventricule gauche n'a pas le temps de se dilater pour s'adapter à l'augmentation du volume, ce qui provoque une augmentation rapide de la pression ventriculaire gauche, puis un œdème pulmonaire et une diminution du débit cardiaque. Dans l'insuffisance aortique chronique, une hypertrophie et une dilatation du ventricule gauche peuvent progressivement se produire, de sorte que la pression ventriculaire gauche et le débit cardiaque sont maintenus. Mais une décompensation peut finalement se développer et finir par entraîner des troubles de rythme, une dysfonction du VG et une insuffisance cardiaque. Cliniquement, l'insuffisance aortique aiguë provoque des symptômes d'insuffisance cardiaque et de choc cardiogénique qui induisent des lésions multisystémiques. L'insuffisance aortique chronique est habituellement asymptomatique pendant des années. Une dyspnée d'effort progressive, une orthopnée, une dyspnée paroxystique nocturne et des palpitations se développent insidieusement. Les étiologies, les causes principales liées à aiguë, c'est l'endocardite infectieuse et la dissection aortique. Dans le cadre d'une insuffisance aortique chronique chez l'adulte, c'est la dégénérescence valvulaire sur aorte saine ou bicuspidie, le rhumatisme articulaire aigu, l'endocardite infectieuse, la dégénérescence myxomateuse dans le cadre d'un syndrome de Marfan ou d'Erlen-Danlos et l'anévrisme aortique thoracique. La chirurgie, cependant, en cas d'insuffisance aortique chronique, donc la chirurgie dans l'insuffisance aortique aiguë, elle est formelle, elle doit être en urgence, reposant sur le remplacement de la valve aortique ou le Bentall dans le cadre d'une dissection aortique. Dans l'insuffisance aortique chronique, cependant, dans l'insuffisance aortique chronique, l'indication est posée si on a une fuite sévère et symptomatique ou à l'origine de dysfonction ventriculaire gauche. Parfois, l'intervention est réalisée avant que l'insuffisance aortique ne soit sévère, si l'aorte ascendante est dilatée supérieure à 50 mm et supérieure à 45 mm en cas de syndrome de Marfan et peut-être de bicuspidie. Lorsqu'une chirurgie cardiaque est pratiquée pour d'autres indications, une intervention concomitante sur la valvule aortique est indiquée en cas d'insuffisance aortique modérée à sévère. Donc, pour conclure, l'insuffisance aortique aiguë est une véritable urgence médico-chirurgicale en raison de l'instabilité hémodynamique qu'elle engendre, avec risque de mise en jeu du pronostic vital. Le diagnostic doit être le plus rapide et le plus précis, conduisant à une prise en charge thérapeutique optimale. L'échotransthoracique et surtout l'échotransœsophagienne permettent de poser le diagnostic et de déterminer le moment pour la réparation chirurgicale. Le pronostic est réservé en raison des pathologies causales, intérêt de la prévention, l'antibiopréphylaxie de l'endocardite infectieuse et le traitement des facteurs de risque de dissection aortique. Je vous remercie. Merci, Dr Zahri, pour ta présentation. Donc,